Vers 20 h le 22 mars 2024, 3 à 5 personnes portant des uniformes militaires, avec des visages cachés sous des masques et tenant des fusils d'assaut, ont commencé à tirer sur la foule d'un concert à Moscou. Après avoir incendié et provoqué des explosions, au moins 144 personnes ont été tuées et 551 blessées. C'était une attaque terroriste tragique. Et c'est la pire attaque terroriste en Russie depuis 20 ans. Certains disent même que cela pourrait accélérer la Troisième Guerre mondiale. Mais retournons sur l'histoire. Moscou a connu plus d'un attentat terroriste dans le passé. Et aujourd'hui, nous allons revoir le contexte historique des attaques russes du passé jusqu'au présent. Analyser pourquoi cette attaque s'est produite. Et qui est le coupable derrière les coulisses. Si l'on veut retracer l'histoire des attaques russes, il faut mentionner la Tchétchénie. La région du Caucase du Nord se réfère à la zone de transition eurasienne au nord de la chaîne de montagnes du Caucase. Les habitants de ces régions sont généralement musulmans. Le Caucase du Nord est situé sur une importante route commerciale entre la Russie et le Moyen-Orient. En raison de son importance stratégique géographique, c'est un champ de bataille incontournable depuis plusieurs siècles. En termes politiques, le Caucase du Nord comprend une partie de la Géorgie et l'Azerbaïdjan ainsi que plusieurs républiques sous les auspices fédéraux russes, y compris la République tchétchène. Ces relations avec la Russie sont longues et complexes et s'étendent sur plusieurs siècles. Au début du 19e siècle, l'Empire russe a commencé à envahir le Caucase, y compris les Tchétchènes. Les Tchétchènes sont un peuple connu pour sa bravoure qui vit dans les montagnes. Ils ont résisté farouchement à l'occupation russe mais malgré cela ils sont finalement tombés sous contrôle russe en 1859 après une longue guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale pour des raisons historiques, lorsque les nazis allemands ont envahi l'Union soviétique, les Tchétchènes ont activement aidé les forces allemandes ce qui a conduit Staline à déporter toute leur population vers le Kazakhstan et Sibérie en Asie centrale. Environ 150 000 Tchétchènes sont morts pendant le déplacement. Ce n'est qu'en 1957 que Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l'Union soviétique, a permis aux Tchétchènes de retourner chez eux. En 1991, avec la dissolution de l'Union soviétique, la Tchétchénie a déclaré son indépendance. Cependant, la Russie ne l'a pas reconnue et a lancé une action militaire en 1994 pour tenter de reprendre le contrôle de la région. C'est ce qu'on appelle la première guerre de Tchétchénie qui est un drame ayant causé plus d'une centaine de milliers de morts. Après 2 ans de combats sanglants, les Tchétchènes ont effectivement obtenu leur indépendance en 1996 mais sans reconnaissance officielle russe. En 1999, des séparatistes tchétchènes ont envahi la République du Daghestan également sous contrôle russe. À cette époque Poutine était déjà Premier ministre russe et il décida alors d'attaquer à nouveau ce qui provoqua une seconde guerre de Tchétchénie encore plus violente. Selon des estimations non officielles entre 100 et 300 000 personnes sont mortes dont une majorité étaient des civils tchétchènes. Finalement, les Russes reprirent le contrôle sur les territoires tchétchènes dans les années 2000 cependant. Dans ce long conflit entre les Tchétchènes et les Russes, ce n'est pas seulement le côté tchétchène qui a versé du sang. L'attaque terroriste au théâtre de Moscou a choqué le monde entier mais ce n'était pas la première fois. En 2002, une prise d'otage avait déjà eu lieu à l'Opéra de Moscou. À cette époque environ 50 militants armés tchétchènes ont fait irruption dans le palais de la culture en pleine représentation et ont pris plus de 850 spectateurs en otage. Ils exigeaient que les Russes se retirent de Tchétchénie cependant. Après 3 jours d'impasse, les forces spéciales russes sont intervenues en utilisant un gaz anesthésiant appelé fentanyl pour pénétrer dans le théâtre tuant 39 terroristes et libérant la plupart des otages mais cela a également causé la mort d'au moins 129 otages qui avaient inhalé du fentanyl. Si vous trouvez cette scène familière, le début du film Tenet est basé sur cet incident. Moins de 2 ans plus tard, en 2004, une autre crise des otages a éclaté dans le sud de la Russie, connue sous le nom de siège de l'école Beslan. Le 1er septembre vers 9h30 du matin, un groupe d'hommes armés masqués a fait irruption à l'école numéro 1 à Beslan. Ce jour-là était justement celui des cérémonies d'ouverture du nouveau semestre scolaire. Plus de 1200 élèves, parents et enseignants ont été pris en otage et emmenés au gymnase. Les terroristes avaient placé des explosifs autour du gymnase. Les forces russes et les séparatistes tchétchènes sont restés dans une impasse pendant 56 heures. Le 3e septembre vers 13h, avec l'accord des ravisseurs, les forces russes sont entrées à l'école pour récupérer les corps des otages tués. C'est alors que, une explosion retentit dans l'école. De nombreux otages ont commencé à fuir en panique, les ravisseurs ont immédiatement ouvert le feu sur eux. L'armée russe a répliqué par un tir immédiat et est entrée de force dans le bâtiment de l'école pour commencer la libération. Au final, sous le feu intense, 330 personnes dont des otages sont mortes. Parmi les otages tués, certains ont été abattus par les terroristes tandis que d'autres ont été tués par des explosifs ou écrasés lors de l'effondrement du bâtiment. Quant à savoir pourquoi la bombe a soudainement explosé à ce moment-là, certaines personnes pensent que c'était intentionnellement déclenché par les terroristes, d'autres croient qu'il s'agissait du personnel russe qui n'a pas pris en compte la sécurité des élèves et des enseignants et qui a lancé une attaque forcée depuis l'extérieur avec un mortier, déclenchant ainsi les explosifs. Après la prise d'otage de Beslan,
les attaques terroristes tchétchènes ne se sont pas complètement arrêtées mais leur ampleur et leur fréquence ont considérablement diminué. Jusqu'à ce mois de mars, les ombres du passé russe ont refait surface. Salut, nous espérons que vous aimez bien nos vidéos. Nous avons créé Amazing Talker, une plateforme de apprentissage en ligne. Vous pouvez trouver un prof particulier pour quasi tous les sujets. Par exemple, nous avons des profs particuliers pour l'anglais et plein d'autres langues. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir 10 $ lors de l'inscription. Le 22 mars 2024, vers 20h du soir, à l'oblast de Moscou, Krasnogorsk, dans le Crocus City Hall, une attaque terroriste a eu lieu. 4 assaillants ont ouvert le feu sur des milliers de spectateurs dans la salle de concert. Ils ont également utilisé des cocktails Molotov pour incendier le lieu. Au moins 144 personnes sont mortes et 551 blessées. Cet attentat est considéré comme le plus grave en Russie depuis la crise des otages à Beslan en 2004. Mais au-delà de l'attentat lui-même, une autre chose a attiré beaucoup d'attention. L'attaque n'était pas totalement imprévue. 15 jours auparavant, le département d'État américain avait émis un avertissement public concernant un risque d'attaque dans la région de Moscou. La Maison-Blanche avait également plusieurs fois mis en garde le Kremlin à Moscou début mars que ISIS planifiait une attaque contre Moscou. Cependant, depuis l'invasion ukrainienne par la Russie, les relations russo-américaines sont à un plus bas historique. De plus, peu avant l'attaque, la Russie était en pleine élection présidentielle pour un 5e mandat consécutif pour Poutine. Poutine n'a pas tenu compte des avertissements américains et n'a pris aucune mesure préventive active. Le directeur du service russe des renseignements extérieurs, SVR, Narishkin, a déclaré que les informations partagées par les États-Unis étaient trop vagues pour permettre une enquête approfondie sur les auteurs de ce crime. Poutine a également publiquement condamné les informations d'attaque des pays occidentaux, affirmant qu'il s'agissait purement et simplement de provocation. Il a comparé cela à du chantage ouvert, dont le but est d'intimider et de déstabiliser notre société. Et après cet incident, Poutine insiste fermement que cette attaque terroriste est liée à l'Ukraine. Avant de continuer à discuter pourquoi Poutine n'a pas cru aux avertissements américains, laissez-moi expliquer plus en détail à quel point cette attaque terroriste était terrifiante. La salle de concert Crocus City Hall est un lieu commercial pour les spectacles. Au moment de l'incident, le groupe Rock Picnic donnait un concert et tous les 6200 billets étaient vendus. De nombreux spectateurs étaient des adultes accompagnés d'enfants. Selon les témoins, il y avait environ 3 à 5 assaillants camouflés en uniforme militaire, portant des masques et armés de fusils d'assaut. Ils sont arrivés dans une petite voiture blanche sur le côté du bâtiment et ont immédiatement ouvert le feu sur la sécurité et les fenêtres en verre du hall. Les témoins disent que leur mouvement était très professionnel, comme s'ils avaient reçu une formation spéciale. Après avoir tiré pendant 15 minutes après être sortis de la voiture, ils se sont rendus sur scène avec un liquide inflammable préparé à l'avance afin de provoquer des explosions. Enfin, ils se sont mêlés à la foule qui fuyait avant l'arrivée de la police et ont réussi à échapper au site dans un véhicule d'évacuation. Le FSB russe a déclaré qu'après l'attaque sur Crocus City Hall, Poutine a été informé immédiatement et les forces antiterroristes ont été déployées rapidement mais n'ont pas pu entrer car le site était déjà en flammes. L'intensité du feu était si grande qu'il ne pouvait être éteint que par un hélicoptère de pompiers qui arrosait d'eau depuis les airs. Il a fallu 8 heures pour maîtriser l'incendie. Bien que la plupart des gens aient réussi à évacuer par les sorties de secours, beaucoup de spectateurs, y compris les personnes âgées et les enfants, ont été touchés par des tirs et beaucoup sont morts dans l'incendie causé par l'attaque. Après l'attaque, le gouvernement russe a suspendu tous les cours dans la région métropolitaine de Moscou pour se concentrer sur la capture du criminel et prévenir une deuxième attaque terroriste. Tous les événements sportifs, performances culturelles et grands rassemblements dans toutes les grandes villes ont également été annulés. Cependant, Poutine n'est pas apparu publiquement pendant 24 heures après l'incident. Lorsqu'il a finalement répondu à l'attaque, il a pointé du doigt vers l'Ukraine. Ce que je peux dire maintenant est, les 4 exécuteurs réels de cette attaque terroriste et ceux qui ont tiré ont tous été trouvés et arrêtés. Ils avaient essayé de se cacher et se déplacer en direction d'Ukraine. Selon une introduction précédente au lien entre la Russie et la Tchétchénie, certains pensent que tant qu'il s'agit d'une attaque terroriste contre la Russie, Poutine pourrait instinctivement penser que ce sont des Tchétchènes qui en sont responsables. Et maintenant que les Tchétchènes sont liés à l'Ukraine, c'est pourquoi une telle déclaration a été faite. Cependant, l'Ukraine nie ces accusations, disant que la Russie invente simplement des histoires. Le président ukrainien Zelensky a rétorqué. Quand tout cela s'est produit, le faible Poutine n'a pas immédiatement fait de discours à ses compatriotes russes, mais est resté silencieux pendant 24 heures, réfléchissant à comment relier cet incident à l'Ukraine. Alors, qui est vraiment derrière cette attaque terroriste? Peu de temps après l'incident, le groupe extrémiste État islamique a avoué le crime sur Internet. Selon site Intelligence Group,
qui suit les activités des groupes extrémistes. La division Hamas de État islamique a publié une vidéo d'environ 1 minute et demie sur Telegram. Plusieurs terroristes dont les visages et les voix ont été dissimulés en post-production, équipés de fusils d'assaut et d'armes blanches, ont ouvert le feu dans la salle de concert. On peut voir de nombreux corps sont dispersés sur le sol. Après analyse par les États-Unis et l'Europe, il a été déterminé que le coupable était la branche afghane de l'État islamique, l'État islamique Khorasan. En entendant cela, vous pourriez être perplexe. Que fait Poutine? Les États-Unis ont clairement averti à l'avance. ISIS-K a également admis ses crimes. Il n'a pas écouté les avertissements, et finalement il blâme l'Ukraine. Je dois te dire, peut-être que Poutine n'est pas sans raison de faire ça. Poutine ne fait confiance ni aux États-Unis ni à aucun pays occidental. C'est probablement dû à beaucoup de choses dans l'histoire, probablement en raison de nombreux faux drapeaux dans le passé. Qu'est-ce qu'une opération sous fausse bannière? Elle est aussi appelée une opération de piégeage. C'est un moyen de dissimuler la véritable source des responsabilités, et attribuer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que nous appelons communément à faire porter le chapeau en français. De nombreuses opérations sous fausse bannière se sont produites dans le passé, et toutes ces actions se sont réellement produites. Et elles ont été rendues publiques pour diverses raisons après coup, fuite d'informations confidentielles, divulgation de documents secrets, admission par le gouvernement lui-même et ainsi de suite. En 1962, les États-Unis avaient planifié l'opération Northwood. Bien qu'elle n'ait pas été mise en œuvre plus tard, le gouvernement américain prévoyait alors des actes terroristes sur son propre territoire, comme attaquer une base militaire américaine, et des installations civiles en Floride, puis blâmer le gouvernement cubain de Castro, comme prétexte pour envahir Cuba. En 1964, le Nord-Vietnam et les États-Unis ont eu un conflit armé dans la baie de Tokyo. Cela a conduit le président américain Johnson à ordonner une intervention totale dans la guerre du Vietnam. Cependant, tout au long, le Nord-Vietnam n'a jamais admis que ce conflit avait réellement eu lieu. En 2005, l'Agence nationale de sécurité américaine a publié un rapport admettant que l'incident de la baie de Tokyo était en fait provoqué par les premiers tirs américains. Autrement dit, afin d'obtenir une justification pour déclencher la guerre du Vietnam, ils ont attribué leur propre action au Nord-Vietnam comme s'ils disaient « c'est lui qui m'a frappé en premier ». En 2001, lors du sommet du G8 en Italie, il y a eu des affrontements graves entre la police et les manifestants. Étonnamment, quelques années plus tard lors du procès devant le tribunal, la police italienne a admis qu'elle avait fabriqué des preuves pour justifier sa répression contre les manifestants et ont même faussement signalé des attaques contre la police. Tous ces pays dont je viens de parler sont membres de l'OTAN, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'organisation du traité Atlantique Nord, ou OTAN pour faire court. C'est une organisation internationale créée par des pays d'Europe et d'Amérique du Nord pour la coopération en matière de défense. Ses membres possèdent un grand nombre d'armes nucléaires et de forces conventionnelles et sont les principaux dirigeants militaires du monde occidental. Bien que cet argument puisse être inconfortable pour certains, Poutine ne fait pas confiance à l'OTAN, sans parler de l'Ukraine. Alors, je sais que beaucoup de gens vont nous dire dans les commentaires, ces événements n'ont-ils pas tous eu lieu durant une époque lointaine? Oui, c'est vrai. Ceux-ci ne visaient pas spécifiquement la Russie ni n'ont eu lieu pendant le mandat de Poutine. Les temps changent, les guerres aussi. Es-tu sûr? Vraiment? La guerre? Les guerres ne changeront jamais. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak. Le gouvernement américain a affirmé que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Plus tard, il s'est avéré être une fake news. Le Pentagone, également connu sous le nom du département de la défense des États-Unis, a même payé pour la production d'une vidéo d'attaque fictive. Et aussi en 2022, l'événement récent du fantôme de Kiev. Le premier jour après l'invasion russe en Ukraine en février 2022, une vidéo est largement diffusée sur les médias sociaux, affirmant qu'un pilote avait abattu plusieurs avions de combat russes. En Ukraine, ce pilote est appelé le fantôme de Kiev. L'ancien président ukrainien Petro Poroshenko a confirmé l'existence réelle du fantôme de Kiev. Il a téléchargé une photo d'un pilote dans un chasseur MiG-29, affirmant qu'en moins de 30 heures après l'invasion russe, ce pilote avait abattu 6 avions au-dessus de Kiev. Cependant, 2 mois après cette histoire, la force aérienne ukrainienne admet que c'était juste un mythe urbain. Le fantôme de Kiev est en fait une image collective pour la force aérienne ukrainienne. Revenons à la question originale. Pourquoi Poutine ne fait-il pas confiance aux pays de l'OTAN? Peu importe si vous êtes d'accord ou non avec ce que fait Poutine, cette question mérite réflexion. En dehors de cela, l'attaque terroriste cette fois a suscité beaucoup de controverses à tous égards. Certaines personnes ont même avancé des théories du complot, soutenant que l'acte terroriste était planifié par Poutine lui-même. Tout d'abord, la vidéo de la réponse de Poutine à l'attaque terroriste a attiré beaucoup de commentaires intéressants. Poutine, t'es bien placé pour reconnaître une attaque terroriste cruelle. Il faut dire que Poutine est un expert en matière d'attaque terroriste. État islamique, c'est nous qui l'avons fait. Poutine, non. Ce n'est pas toi. Pourquoi les gens disent-ils que Poutine est un terroriste? C'est simple, parce que Poutine connaît très bien les tactiques immorales. En 1999,
nous avons découvert que les autorités russes ont planifié une attaque à la bombe sur leur propre pays, et puis rejeté la responsabilité sur le peuple tchétchène. Cette attaque a tué plus de 300 Russes. Plus d'un millier d'innocents ont été blessés, juste pour avoir une excuse légitime pour réprimer les Tchétchènes. 1999 fut également l'année où Poutine s'est imposé comme leader russe. Avant cela, il avait travaillé pendant 16 ans comme officier du renseignement diplomatique au sein du Comité pour la sécurité nationale soviétique, KGB, et sous Boris Yeltsin, dirigeant russe. Oui, ceux qui soutiennent la théorie du complot pensent que Poutine a certainement participé à l'attaque à la bombe il y a plus de 20 ans, et veut utiliser la même tactique encore une fois, rejetant la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Au cours des 20 dernières années, la Russie a effectivement fait beaucoup d'actions folles. En 2006, un ancien agent du service de sécurité russe qui avait critiqué Poutine a été empoisonné à Londres. En 2018, un ancien officier du renseignement militaire russe, qui était un espion double pour les services de renseignement britanniques, était empoisonné par un neurotoxique appelé Novichok. Bien que les gens plaisantent souvent en ligne, c'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver, c'est très effrayant. Si c'est vrai, cela signifie qu'un gouvernement tue délibérément son propre peuple. Et le plus paradoxal est que, il y a même des organisations terroristes prêtes à assumer cette responsabilité. L'explication la plus raisonnable est que les organisations terroristes ont souvent tendance à vouloir assumer la responsabilité des attaques et donc logiquement l'État islamique serait le premier à revendiquer la responsabilité. Peut-être pour augmenter leur visibilité, montrer leur puissance et recruter. Ok, donc si l'État islamique serait prêt à assumer, c'est pour la com. Mais quels avantages Poutine aurait-il à faire cela? Qui bénéficie le plus de cette attaque? Le bénéfice direct pour Poutine est que la Russie pourrait changer son image dans la guerre actuelle, passant d'agresseur à victime, détournant l'attention des gens et justifiant des politiques de répression sécuritaire comme par le passé. Les autres pays ont bien sûr quelque chose à gagner de cette attaque. L'Ukraine nie les accusations russes, et peut maintenir son image de victime et peut augmenter le soutien international et continuer à obtenir des fonds pour la guerre. Et les États-Unis peuvent utiliser cette raison pour continuer à envoyer de l'aide à l'Ukraine en disant qu'ils font barrage au terrorisme et aident leurs alliés à résister contre toute agression extérieure. Mais, quelle est vraiment la vérité? Seul le temps nous dira peut-être. Peut-être devrons-nous attendre 20 ans plus tard pour voir des nouvelles preuves convaincantes. Nous saurons alors ce qui se cache derrière cette attaque terroriste. Quelle est votre opinion sur cette attaque russe? Pensez-vous que le coupable est vraiment l'État islamique? Ou pensez-vous que la théorie du complot de Poutine qui s'auto-attaque est vraie? N'hésitez pas à commenter et discuter avec nous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner.